Notre invité, Frédéric Chenet, PDG d'Atari, éditeur de jeux vidéo. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous en direct sur Boursorama. Atari, alors c'est un temps que les moins de 20 ans, j'allais presque dire, voire les moins de 30 ans, ne peuvent pas forcément connaître. Et finalement, on se rend compte que vous existez encore. Et c'est presque ça la première info, j'ai envie de dire. Alors, de toute façon, la marque, effectivement, a été créée il y a de nombreuses années, 1972. Oui. Elle a eu un parcours, je dirais, flamboyant au début, une traversée du désert. Et dans ce qui me concerne, donc, j'ai travaillé sur la marque depuis à peu près 20 ans. Et je suis revenu aux manettes il y a 7 ans, donc avec une volonté de redresser la marque avec des secteurs d'activité très ciblés. Avec des grands projets, on va les évoquer. J'ai envie de dire, on va faire ou refaire connaissance pour commencer parce que, on le rappelle, Atari, vous l'avez dit, effectivement, en 72, entreprise pionnière dans le jeu vidéo, le tout premier jeu vidéo au début des années 70, le fameux Pong aux États-Unis, donc c'était Atari. Il y a aussi quelques succès, Pac-Man, Space Invaders. Combien d'exemplaires vendus à ce jour de ce jeu Pong, justement, qui a été finalement le premier de l'histoire du jeu vidéo dans le monde? Alors, le chiffre qu'on retient généralement, c'est plus de 2 milliards de dollars de ventes sur les 10 premiers jeux d'Atari. Ça permet de donner, sachant que ce chiffre d'affaires a été réalisé principalement dans les années 70 et 80. Et je crois que ça permet de donner une bonne idée de la taille et du succès de la marque, qui aujourd'hui, en fait, va au-delà des jeux vidéo. C'est une marque plus générationnelle. C'est les jeux vidéo, les t-shirts et plein d'autres expériences, en fait. Et le vintage, effectivement, vous le disiez, les 70-80, qui fait recette maintenant. Et vous avez ressorti des cartons très récemment, donc le jeu Pong en faisant une console, la Mini Pong Junior, c'est ça? Un peu l'idée, racontez-nous. Dans nos activités, on a à la fois les jeux vidéo, c'est vraiment l'ADN du groupe, mais on a aussi toute une activité de licence et donc de fabrication de bornes, de jeux d'arcade, comment dire, de table pour les particuliers. Oui. Et c'est dans ce cadre, effectivement, qu'on a relancé cette machine Pong. Et Atari aura 50 ans en 2022, donc il y a toute une série d'initiatives. De réédition ou de choses comme ça. De création et de préparation pour cet événement qui est quand même un événement majeur. Mais typiquement, sur ce produit, les avis avaient été assez mitigés il y a quelque temps au moment de la sortie, prix jugé plutôt élevé pour une prestation qui restait globalement assez moyenne. Est-ce que c'est un produit qui n'a pas su rencontrer son public? Est-ce que vous n'aviez pas forcément su viser juste? Alors, il y a deux produits en fait. On a eu le premier produit qui a été fait par un partenaire qui est un jouet, qui est cette table Pong, elle qui en fait a eu de très 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 bonnes revues. Et on a un deuxième produit qu'on a lancé en décembre 2020 qui est donc le mini ordinateur Atari, l'Atari Video Computer System, qui donc n'a aucune incidence sur les comptes au 30 septembre, puisque les ventes ont démarré. Ça, c'est la console, on y reviendra dans un instant, mais vraiment sur la mini-Pong, il n'y avait pas eu des avis très positifs au départ. Bon, vous savez, on a toute une série de produits, il y en a de toute façon certains qui vont très bien marcher, d'autres qui auront un succès mitigé. Je crois que le plus important, c'est que la marque aujourd'hui reste un atout essentiel. On va continuer à aller de l'avant et il y aura effectivement des produits qui auront un accueil plus ou moins favorable, je dirais, par le public ou d'une manière générale, mais ça ne nous empêche pas de continuer d'aller de l'avant. Bon, alors vous avez publié vos résultats pour le premier semestre il y a un peu plus de 24 heures. Chiffre d'affaires en recul de 27% à 7,8 millions, avec une perte nette sur ce semestre d'1,5 million contre 100 000 euros de bénéfices l'an dernier à la même période. Pourquoi c'est compliqué? Pourquoi c'était si compliqué cette année? Est-ce que c'est uniquement la faute au Covid? Alors, c'est un exercice tout d'abord semestriel, donc qui va du 1er avril au 30 septembre 2020, donc qui est quand même au plus fort, je dirais, de la crise sanitaire. Et aujourd'hui, Atari, on est dans une phase où nous construisons des bases de croissance non pas pour le prochain semestre, mais pour les 10 prochaines années. Donc effectivement, quand on fait une photo sur 6 mois, on a eu, ce qui est le cas sur cet exercice, on a eu un décalage des activités de licence. Avec la crise sanitaire, personne, en tout cas très peu de personnes dans les partenaires souhaitaient prendre de nouveaux engagements. Tout le monde était dans une situation d'attente. Et donc, c'est effectivement ces activités de licence qui ont été impactées par la crise de Covid, du 1er avril au 30 septembre. Mais néanmoins, sur la période, je crois que ce qu'il faut aussi regarder, si on regarde au lieu de regarder la photo, si on regarde le film, si on regarde un peu plus, je dirais, les perspectives, on a notre activité jeu, l'ADN du groupe qui est en croissance. C'est un premier élément. Deuxième élément, on a mis en production et délivré, alors certes après le 30 septembre, donc ça n'a pas eu d'impact, mais on a quand même délivré
l'Atari VCS, qui est une énorme performance compte tenu de la situation sanitaire de ce qui se passait en Chine. Et la troisième chose, c'est qu'on a bâti et ouvert les fondations de l'Atari Token sur le blockchain. Oui, et je on va en crois parler. que pour le prochain semestre, c'est vraiment quelque chose pour les 2 prochaines décennies. Mais Donc, sur cette période-là, il y a quand même, malgré tout, une baisse de l'activité pendant le confinement, à une période où on était chez nous, où a fortiori le secteur a quand même plutôt bien travaillé, mais visiblement pas vous. Ce sont les activités de licence, effectivement, ce qui nous concerne. On a 2 activités essentielles. On exploite les jeux vidéo mobiles et en ligne qui, eux, sont en croissance sur la période, mais l'activité de licence, compte tenu de la notoriété de la marque, l'activité de licence est aussi très importante chez Atari, que ce soit les hôtels Atari ou les ventes au niveau de la grande distribution américaine, par exemple, de ces bornes d'arcade. Et en fait, on a eu sur la période, les magasins étaient fermés, donc on n'a pas eu de vente en retail et on n'a pas eu de royauté correspondante et on n'a pas eu les renouvellements de contrats qu'on avait eu l'année d'avant, ce qui explique l'essentiel de la variation. Ouais. Alors d'abord, on va reparler effectivement de ce projet dont vous nous avez présenté quelques lignes rapidement, le projet d'Atari VCS, donc, qui est une console de jeu. L'idée, c'est de ressortir, et donc c'est effectivement le cas depuis la fin de l'année, de ressortir une console de jeu, ce qui n'avait pas été le cas pour Atari depuis quasiment 30 ans maintenant. Alors, tout à fait. Donc, en fait, l'Atari VCS, Video Computer System, c'est avant tout un mini-ordinateur. 8 gigas de mémoire, un ordinateur connecté. Et en fait, quand vous regardez le prix de vente de cet ordinateur, c'est un ordinateur grand public qui offre un rapport qualité-prix vraiment très, très intéressant, puisqu'il est à $350 aux États-Unis. C'est un ordinateur ouvert, c'est-à-dire qu'il est bâti sur une architecture Linux, qui est une architecture ouverte, et chacun peut installer le système d'exploitation. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ça? On va pouvoir acheter des jeux et jouer comme sur une PlayStation, une Xbox? Comme sur un ordinateur. Et en plus de cet ordinateur, il y a un environnement console, qui là, lui, est un environnement totalement protégé, sécurisé, qui est géré par Atari, une sorte d'App Store, si vous voulez, dans l'ordinateur. Et c'est dans cet App Store que nous, Atari, nous rajoutons non seulement notre contenu, mais aussi des applications jeux, des applications vidéo et des applications musique. La stratégie, l'idée qui est derrière, c'est en fait d'avoir un ordinateur grand public, qui pourrait être installé dans l'essentiel des salons. C'est vrai qu'aujourd'hui, les ordinateurs sont plutôt dans des bureaux, dans des pièces qui ne sont pas nécessairement des pièces à vivre, et on pense qu'il y a un marché dans les salons avec un ordinateur de salon qui permette de faire des choses, d'avoir accès à des applications. Mais on va rejouer aux jeux sur lesquels on jouait déjà avec Atari il y a 30 ou 40 ans. Non seulement les jeux Atari, les jeux en ligne, mais il y a aussi des nouvelles créations. On joue aux jeux de Minecraft. Ça va coûter combien? Alors, ça coûte $350. Donc, les premières unités ont été livrées en décembre 2020. Donc, aucune incidence, malheureusement pour nous, puisqu'effectivement, on aurait aimé aussi avoir les ventes. Malheureusement pour nous, il n'y a eu aucune incidence au 30 septembre, puisque les premières ventes sont arrivées en décembre 2020. Et là, la réaction du public est vraiment très bonne. Donc, la distribution, par exemple, aux États-Unis, on est chez GameStop, Micro Center, Walmart.com. On est en cours de référencement chez Best Buy. Donc, c'est vraiment un produit qui est là, non pas pour le prochain trimestre, semestre, mais vraiment là pour les prochaines années. Sauf que $350, Frédéric Chenès, c'est quasiment le prix, si ce n'est le prix d'ailleurs d'une Nintendo Switch ou d'une PS5 ou d'une Xbox. Est-ce qu'il n'y a pas, à un moment donné, vous n'allez pas souffrir un petit peu de la comparaison? Parce qu'évidemment, les performances en termes de jeu, ce que recherchent les gamers, ce n'est pas forcément la même chose. C'est absolument pas la même chose, puisqu'en fait, avec une Switch, vous ne pouvez pas du tout faire de l'Excel, faire du PowerPoint, vous ne pouvez pas avoir une activité de mini-ordinateur. C'est impossible de le faire sur une Xbox, sur une Sony PlayStation. On a aujourd'hui, avec ces consoles, des environnements fermés. Personnellement, je pense que c'est la dernière génération de consoles, puisque aujourd'hui, le futur est pour les systèmes ouverts, c'est ce que nous proposons. Oui. Mais fondamentalement, c'est un ordinateur, ce n'est pas une console. La console est un produit Xbox ou PlayStation très différent. Là, c'est un ordinateur qui vous permet de jouer, de faire de l'Excel, de faire exactement tout ce que vous pouvez faire avec un ordinateur pour $350 et avec une mémoire et des capacités d'adaptation très élevées. Bon, alors l'autre sujet, c'est les crypto-monnaies, parce que vous avez lancé l'Atari Token, donc votre propre monnaie qui permet d'acheter justement des jeux, des crédits, des unités pour utiliser vos services. Et vous avez la volonté d'imposer cette monnaie comme finalement monnaie d'échange sur toutes les plateformes de jeux vidéo. C'est un peu ça l'ambition? Alors l'ambition, c'est fondamentalement d'avoir
un écosystème Atari sur le blockchain, puisqu'on pense que c'est une technologie qui va rester, qui est très prometteuse. Pour ce faire, on a à la fois des jeux, donc on exploite en direct, ou des jeux qu'on exploite sous forme de licence. Et ça nous paraissait très intéressant de rajouter un token, l'Atari Token. Donc ce token, aujourd'hui, il est coté. Je crois que ça a été une grosse performance de l'année dernière, notamment sur ce fameux semestre, puisqu'on a réussi à le coter. Nous, on a le droit, en tant qu'Atari, on a des partenaires, donc on a le droit à 35% des ventes de ce token. La capitalisation boursière du token aujourd'hui, c'est de l'ordre de 1,3 milliard de dollars. Et la volonté, en fait, avec ce token, c'est, je dirais, de l'offrir, puisqu'il y a toujours un choix de payer ou de ne pas utiliser ce token, mais c'est de l'offrir non seulement sur notre plateforme, mais aussi sur les plateformes tiers. Donc aujourd'hui, le token, il est sur des plateformes comme OpenSea, qui est une des plus grandes plateformes d'achat de produits digitaux. Il est aujourd'hui intégré dans plein de sites qui sont à la fois du jeu ou pas du jeu. Est-ce que ce n'est pas un univers qui est déjà un peu concurrencé? Quels arguments ce token il a finalement de plus? Alors évidemment, je ne suis pas un expert, mais quand on regarde un petit peu le dossier, on voit bien qu'il y a déjà des choses qui sont en place, les CryptoKitties par exemple. Il y a quelques monnaies concurrentes. Comment est-ce que vous allez arriver à imposer l'Atari Token sur l'ensemble de l'écosystème? Alors, en fait, l'Atari Token, pour le promouvoir et atteindre... D'abord, il existe déjà, puisqu'on a quand même déjà atteint cette première masse de 1,3 milliard de dollars. Donc, aujourd'hui, en fait, ce qui est intéressant avec l'Atari Token, c'est que les gens se reconnaissent dans la marque et se reconnaissent dans l'expérience et les jeux. Donc, le seul moyen, si vous voulez, d'établir sur le très long terme, il est déjà établi, mais on veut aller beaucoup plus loin et bien au-delà de ce qu'on a fait aujourd'hui. On n'est qu'au démarrage. Le principal moyen, c'est d'élargir le nombre de jeux, et c'est ce qu'on fait, soit directement, soit avec des partenaires, et donc des accords de licence. Nous sommes aujourd'hui dans les premiers mondes virtuels qui existent dans le domaine des blockchains, et tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un accueil très, très réceptif de ce token et de la marque Atari. Alors, c'est ça qui est intéressant. En un mot pour terminer sur le sujet, mais vous avez également lancé, vous le disiez au début, des projets d'hôtels. Racontez-nous là encore comment ça va se passer. Est-ce que ce n'était pas un peu fou quand même de se dire, voire même d'ailleurs irréaliste, il y a encore 2 ou 3 ans en arrière, quand vous étiez en train finalement de relancer des produits comme, on parlait effectivement de la console, dont on n'a pas dit qu'elle avait démarré d'ailleurs par une cagnotte en ligne, etc. Donc vous êtes parti de très très loin de se dire, aujourd'hui je vais ouvrir des hôtels en marque Atari. C'est quoi l'ambition et comment est-ce que vous êtes en train de mettre en place cette stratégie? Alors, l'ambition, en fait, c'est de tirer parti de l'attrait de la marque et du fait qu'aujourd'hui, c'est une marque, je dirais, pop culture générationnelle. Les hôtels, on ne va pas les construire. Nous sommes, je dirais… Là aussi, c'est de l'accord de licence. Le partenaire de marque, nous contrôlons et nous surveillons le design. Mais ensuite, vous avez des gens qui vont opérer, l'hôtel. Vous avez des gens qui vont les construire. On n'aura jamais, nous, pour volonté, soit de construire un hôtel, soit de l'opérer. Oui, ce n'est pas votre métier. C'est une licence de marque, c'est une activité très intéressante car ça va nous permettre d'avoir un contact direct et de plus en plus étroit avec l'audience. Mais c'est vraiment, là, si vous voulez, c'est un accord de licence. Nous, c'est simplement des… Combien d'hôtels Atari déjà ouverts? Alors, écoutez, on a annoncé l'accord en décembre 2020 et janvier 2021. Le premier hôtel… Évidemment, c'était avant le Covid, donc les premiers hôtels devraient ouvrir en 2023, 2022-2023, notamment à Las Vegas et Phoenix. Et en ce qui nous concerne, nous, on se réjouit d'attendre l'ouverture. Et on a depuis signé d'autres marchés. Mais donc, ce qui nous permet aujourd'hui, pour donner un ordre de grandeur, ce sont de profits de licences pour nous qui sont de l'ordre du million de dollars. Bon, on passe à la caisse. Comment on finance tout ça? Ça coûte combien de cette stratégie, Frédéric Chenet? Alors, sur les jeux, donc ça, je dirais, c'est l'activité, l'ADN du groupe. Donc ça, c'est aujourd'hui financé. Les activités de licence sont aujourd'hui, là encore, des encaissements de royauté. On n'a pas énormément de frais. Et l'essentiel, je dirais, de l'investissement qu'on a réalisé, c'était dans cette Atari VCS, cet ordinateur. Et aujourd'hui, ça, c'est financé. Donc, la société, aujourd'hui, n'a plus de dette. Je me rappelle, il y a très longtemps, on avait énormément de dettes, même quand je suis revenu. Il y avait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, il y avait plus de 30 millions d'euros de dettes. C'était il y a 6 ans. Donc aujourd'hui, toute la dette a été remboursée. Les investissements… Aujourd'hui, Atari est totalement désendetté? Alors, tout à fait. On n'a pas de dette financière. Les simples dettes que vous avez au bilan sont des retraitements de normes comptables, IFRS, des engagements sur des loyers
à Paris et pour les bureaux. Mais nous n'avons plus de dette financière, les investissements ont été payés. Et s'agissant du token, je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce blockchain, ce token, c'est aussi, en ce qui nous concerne, une monnaie d'échange. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise ce token pour prendre des échanges dans des jeux, dans des participations dans des sociétés et contribuer au développement du groupe sans pour autant puiser dans les caisses. Donc, mais aujourd'hui, Atari n'a plus de dette. Je crois que c'était un élément important. On a fait une dernière augmentation de capital en décembre 2020. Donc, je tenais aussi à l'occasion de remercier les investisseurs qui ont participé. Un petit mot, Frédéric Chenet, sur la bourse, parce que là aussi, ça a été compliqué. Le prix de l'action qui a été divisé quasiment par 7 en 10 ans. C'est quoi aujourd'hui la place de la stratégie boursière dans finalement votre plan de financement, votre plan de charge aujourd'hui? Et comment est-ce que vous regardez un petit peu vos ambitions là-dessus? Alors, s'agissant de la bourse, donc, effectivement, lorsque je suis revenu début 2013, la cotation était suspendue puisque Atari avait été mis en faillite aux États-Unis. Donc, l'essentiel de l'effort sur les 2-3 premières années, ça a été de rembourser cette dette qui était à 30 millions et de repartir en bourse. Donc, c'est ce que nous avons fait. Et donc, quand on regarde effectivement sur 10 ans, on intègre une période qui était avant le redressement judiciaire de 2013. Et depuis cette période, on a retrouvé la liquidité pour les actionnaires, ce qui est très important. Sur le financement aujourd'hui de la société, on a les moyens de contribuer et de continuer le financement puisque les investissements sont derrière nous. Donc Atari a vocation à rester présent sur les marchés? Oui, je pense que ça fait partie de toute façon ces grandes marques. C'est intéressant. D'abord, on a aujourd'hui 40 à 50 000 actionnaires qui sont là depuis très longtemps ou très récemment. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est intéressant, je dirais, de tirer parti de ces marchés qui sont des facteurs d'accélération. Le monde va aujourd'hui de plus en plus vite. Avoir accès, la possibilité d'avoir accès à ces marchés est un élément important, un vecteur d'accélération. Et surtout dans le domaine de la technologie et des jeux, je crois que c'est quelque chose qu'il faut garder. En ce qui concerne Atari, en tout cas, c'est ma volonté. Bon, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019, 2020, 2021, c'est quoi les objectifs? On cherche aujourd'hui de toute façon un équilibre, un résultat positif sur l'exercice. S'agissant du chiffre d'affaires, là encore, si on a des livraisons qui arrivent avant telle date ou après telle date, le plus important, c'est d'avoir sur le long terme cette profitabilité, cette croissance, cette génération de trésorerie. Et aujourd'hui, en tout cas, on a véritablement posé les bases, si vous voulez, non pas là encore du prochain trimestre ou semestre, mais vraiment des 5 ou 10 prochaines années. Et c'est ça le plus important. Un petit mot avant de se quitter, Frédéric Chenet, parce que la société, elle était américaine, elle est devenue française, elle est redevenue américaine. Il y a eu beaucoup de mouvements avec la marque Atari. C'est même appelé Infogrames à une époque et certains ont bien connu également ce nom. Est-ce que la France, aujourd'hui, c'est toujours un pôle d'excellence dans le domaine du jeu vidéo? On sait qu'il y a beaucoup de studios, il y a eu énormément de développement dans tous ces domaines. Est-ce que la France a toujours finalement une place de leadership sur la création et l'édition de jeux vidéo? Écoutez, on peut évaluer le leadership de différentes manières, mais si vous regardez la taille des grandes sociétés françaises dans le domaine du jeu vidéo, je crois qu'on a effectivement aujourd'hui un pôle d'excellence en France. Le plus important, si vous voulez, dans notre domaine, c'est à la fois la technologie, mais sont surtout les hommes. Donc, ce qu'il faut, c'est avant tout créer les conditions pour que les talents restent. On a vu, par exemple, dans l'industrie, il y a l'exemple du Canada, Montréal, qui a eu une politique très agressive il y a plus de 20 ans, pour créer un pôle d'excellence avec tout un système de subventions et autres intéressements. Ça manque d'un soutien politique en France, c'est ce que vous voulez? Donc, je pense qu'il y a une réflexion. Et ce qui était bon il y a 20 ans, il y a 10 ans, et il y a 5 ans, ne sera peut-être pas bon demain ou dans 5 ans. Donc, je crois que ce qui est important, c'est à partir du moment où on a identifié ce secteur comme un secteur d'expertise, je crois qu'effectivement, en France, il y a les atouts pour atteindre, comment dirais-je, cette situation. À partir du moment où on a donc identifié ce secteur d'expertise, c'est de vérifier qu'on est toujours, là, au niveau pays, je dirais, à jour et toujours concurrentiel dans, je dirais, les mécanismes qui sont offerts au secteur de l'entreprise. Les ambitions d'Atari. Merci beaucoup, Frédéric Chenet, PDG d'Atari, d'avoir été avec nous avec plaisir en direct sur Boursorama aujourd'hui.